J'ai vu hier un film qui s'appelle Mandy, le film de 1952, de Mankiewicz, sur une petite sourd-muette. Et ça m'a suscité un certain nombre de réflexions, notamment sur le mutisme, les impuissances, les insuffisances dans le domaine. Donc quelqu'un qui ne sait pas siffler, il est fait preuve d'une sorte de mutisme. Pourquoi? Parce qu'on voit cet enfant, par exemple, qui essaie de produire du son avec sa bouche et qui n'y parvient pas. Du moins qui n'y parvient pas tout de suite et qui va finir par y parvenir, puisque le film se termine par cette séquence où l'enfant arrive à prononcer son nom, Mandy, l'abréviation de Amanda. Donc, qu'est-ce qui fait que le cerveau, que l'organisme arrive ou n'arrive pas à produire du son? Et puis, il y a le sifflement. Et le sifflement, c'est le même processus. Est-ce qu'on arrive à produire du son? C'est pas le même son. Dans mon enfance, il était courant de savoir siffler. Et moi-même récemment, il y a quelques semaines, j'étais passé par une petite crise au niveau du sifflement. Je n'arrivais pas à produire des sons de manière intéressante. J'avais perdu le sens de comment on fabriquait du son. Je ne parlais pas de la parole, je n'avais pas perdu la parole, mais j'avais perdu le sifflement. Une forme de mutisme qui est intéressant parce que ça nous ramène à la même situation que la personne qui est muette et qui n'arrive pas à parler. Ne pas arriver à parler ou ne pas arriver à siffler, c'est le même processus en fait. C'est un processus double. L'enfant doit apprendre à la fois à parler et à siffler. Et siffler de façon substantielle, de façon suffisamment puissante. Et pouvoir reproduire aussi par le sifflement d'autres sifflements. Tout comme on reproduit par la parole d'autres paroles. Et aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de gens sont muets au regard du sifflement. C'est une fonction organique qui n'est plus développée par le cerveau, mais qui n'est pas considérée comme une infirmité. Moi, j'ai mon avis inverse, je pense que c'est une infirmité de ne pas savoir siffler. Que quelque part, ça fait que le cerveau n'aura pas donné toutes ses capacités et n'aura pas su articuler toutes ses facultés de fonctionnement. Ou, si on préfère, n'aura pas su se faire obéir par l'organisme. En tout cas au niveau conscient. Parce que la parole et le sifflement, c'est de l'ordre du conscient. Même si les mécanismes qui nous permettent de mettre en œuvre cette parole et le sifflement ne sont pas forcément conscients. Donc la question est là. C'est pas comme tu mets ta main à tel endroit, non. Là, c'est quelque chose qui est interne. Et donc c'est à nous, quelque part dans notre fonctionnement, notre organigramme, notre système interne, de trouver les voies. C'est un logiciel qu'il faut déclencher, qu'il faut développer. Mais il y a d'autres formes de mutisme, d'autres formes d'infirmité, qui sont plus ou moins également occultées, voire niées. Par exemple, au niveau musical, nous parlons de sifflement, et le sifflement relève quelque part de la musique, tout comme la parole d'ailleurs. On chante, on siffle. Et au niveau musical, nous avons des gens qui sont incapables d'aligner deux notes l'une après l'autre. Si on ne les prend pas par la main, et on ne leur dit pas, là tu joues ceci, là tu joues cela. Parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Quelqu'un qui ne peut produire du son que par le biais à la fois d'une partition et d'un instrument de musique, on ne peut pas dire qu'il a un rapport complètement instinctif et évident à la musique.
Hein. Donc on puisse dire, son rapport à la musique, il dépend de deux paramètres. L'écriture musicale et l'existence d'un instrument. Si on admet qu'il ne chante pas et qu'il ne siffle pas. Parce qu'il y a quand même la plupart des orchestres ou des quatuors, etc., il n'y a pas de chant ni de sifflement. Donc on a un cas de figure, voilà, la partition et l'instrument sur lequel on va répercuter la partition. Le cas du piano étant emblématique parce que là véritablement, voilà, la partition, le piano comporte des notes de musique, des touches, et ces touches, elles sont en rapport avec la partition. Donc on peut même imaginer à la limite que quelqu'un qui soit complètement sourd puisse jouer du piano. Il n'entendra pas ce qu'il joue, mais il saura qu'il joue ce qu'il doit jouer, et il verra que les gens entendent ce qu'il doit leur faire entendre. Vous imaginez ce genre de cas de figure. Et puis alors il y a des gens aussi qui ne savent pas parler. On est toujours dans le domaine du son. Ils savent parler, mais ils ne savent pas s'exprimer. Et donc ils ne savent s'exprimer que s'ils ont un texte sous les yeux, qu'ils vont lire. On retombe dans la lecture de la partition. Alors là, effectivement, on n'a pas les deux niveaux, on n'a pas la partition plus l'instrument, on a la partition, c'est-à-dire le texte écrit, et puis l'instrument, la personne est quand même censée faire fonctionner par elle-même avec son propre organisme. Donc c'est moins grave. Mais c'est plus grave dans le sens où on est là dans une imposture intellectuelle, puisque la personne prétend ou laisse croire qu'elle a pensé quelque chose, et qu'elle est en train de penser quelque chose devant nous, alors que ça a été soit pensé par d'autres, ou pensé avant. Donc il y a un décalage. Ça n'est pas non plus très sain. C'est la preuve aussi d'une forme d'infirmité, parce que l'être humain normal est capable de s'exprimer directement, sans note, directement. Et là, on voit bien à quel point les femmes, de ce côté-là, sont souvent les plus demandeuses d'un support écrit, et qu'elles n'aiment pas improviser, elles n'aiment pas non plus tellement le débat, et que finalement, elles récitent des choses qui sont aussi déjà connues, etc. Vous connaissez la fameuse formule, ce que vous dites de nouveau n'est pas intéressant, et ce que vous dites d'intéressant n'est pas nouveau. Donc, nous avons là toute une série de situations qui sont marquées par l'infirmité, par l'imposture, par des gens qui masquent leur incompétence, qui masquent leur impuissance, et évidemment, on pourrait se demander jusqu'où ça peut aller, ce genre de dégradation, de décadence, quelque part. Ben ça va déjà à ce point, je terminerai là-dessus, qu'on va souvent préférer écouter quelqu'un qui est dans cette espèce de posture d'imposture, c'est-à-dire qui va lire un texte ou qui va jouer une partition, plutôt que d'aller voir des gens qui sont dans l'improvisation, dans l'expression immédiate, dans le sifflement. Donc finalement, la mauvaise monnaie chasse la bonne. On va vers des sous-produits, on va vers une malculture. C'est-à-dire que l'on va se nourrir de produits de second ordre. Car n'oublions pas que lorsqu'on va écouter quelqu'un qui lit une conférence, souvent d'ailleurs, il projette sur le tableau son propre texte qu'il va lire devant nous. C'est de la sous-culture. De même qu'à la synagogue, par exemple, l'on va, alors là ça va encore beaucoup plus loin dans la surréalisme, on va lire des textes qu'on ne comprend pas. C'est encore un autre sujet. Alors là, c'est un problème au niveau du cerveau, c'est comme si je lisais un texte, je ne comprends pas ce que je lis. Parce que, finalement, on n'a pas pris la peine d'apprendre à décoder les mots en question. Les juifs qui vont à la synagogue, c'est pas la majorité, mais enfin,
c'est totalement différent des Israéliens, qui eux, en général, en tout cas ceux qui sont nés en Israël, comprennent ce qu'ils disent et comprennent ce qu'ils parlent. Dans la diaspora, ben non. On lit des textes, même on lit le Pentateuque. Alors on a une vague idée de ce que ça signifie, parce qu'il y a la traduction qui est en face, ou qui est connue, etc. Mais quand on demande à la personne que veut dire ce mot-là en français, ou que veut dire, comment dit-on en hébreu ce mot-là en français, ils ne savent pas. Donc là aussi, c'est quand même une forme d'infirmité culturelle cette fois-ci, collective, qui fait qu'un groupe humain est capable de se contenter de lire un texte qu'il ne comprend pas, dans une langue qu'il ne comprend pas, et de ne pas éprouver le besoin, et son cerveau n'éprouve même pas le besoin, de comprendre le sens de chaque mot qu'il emploie et des tournures grammaticales qu'il utilise, etc. Même quand un hébreu, un juif lit le schéma Israël, il ne comprend pas exactement les constructions verbales, les terminologies qui est utilisée. Il en a une idée vague, mais si vous lui demandez une explication de texte précise, il en est incapable. D'autant plus que cet hébreu de la synagogue est un hébreu archaïque, avec des formes grammaticales archaïques qui sont très décalées par rapport à l'hébreu moderne. Voilà donc cette espèce d'examen du chantier de tout ce qui est en rapport avec le son, la parole, la prière, le sifflement, l'exécution musicale. Tout ce champ-là est sinistré. On a évidemment le jazz qui sauve un peu l'honneur, parce que effectivement, on improvise un petit peu dans le jazz, c'est déjà très bien. On a les variétés, les rappeurs aussi qui disent des choses, mais là, on retombe souvent, même dans le jazz d'ailleurs, des motifs qui sont déjà complètement établis depuis des décennies, ou des textes qui sont appris par cœur, parce que le rap c'est comme une récitation. On voit d'ailleurs des jeunes rappeurs qui récitent, qui se mettent en tête, qui apprennent par cœur. Voilà. Alors il est un fait que improviser de la poésie, ça n'est pas évident. On improvise de la prose. Là, je suis en train d'improviser dans la prose. Maintenant, quelle est la différence entre la prose et la poésie ici? Je ne sais pas, par exemple, s'il fallait que je rime mes textes et que je trouve des tournures de phrases qui feraient que, quelque part, le signifiant et le signifié seraient en accord, on serait dans la poésie. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. La poésie, c'est la tentative morphosémantique d'associer le signifiant et le signifié. C'est-à-dire de montrer que ce qui se ressemble au niveau des sons et des formes se ressemble au niveau du sens. C'est tout l'enjeu de la poésie. Alors que dans la prose, on n'a pas cette préoccupation morphosémantique. On emploie des mots, c'est du signifié, on sait que ces mots veulent dire ceci ou cela, mais on ne cherche pas à prouver qu'il y a une quelconque harmonie entre le signifiant et le signifié, même si dans la parole, par exemple, on a parfois des jeux de mots qui nous viennent à l'esprit, des mots qui se ressemblent, qu'on a envie de mettre ensemble, ça peut se produire. Et là, à ce moment-là, la prose devient poétique. C'est ce qu'il faudrait faire. Il faudrait que la poésie se dégageât directement de l'improvisation au niveau de la prose. Et je crois que ce n'est pas du tout inconcevable.